Les Lefebvre de Batiscan. Chapitre 45. Le curé Lefebvre, maître S. théologie. Pendant que Gabriel est parti à son premier voyage à la rivière Shawannon, vers la fin juin, Louise sort de la maison et aperçoit un missionnaire assis près de la rivière, en train de parler à sa fille Madeleine, âgée de 18 ans. Croyant que le prêtre est en train de la confesser, elle continue vers le poulailler. Elle n'a pas ramassé 10 œufs qu'elle entend crier. Laissant là ses œufs, elle court vers le devant de la maison et voit sa fille en train de claquer le moine au visage à plusieurs reprises, pendant qu'il tente de la maîtriser. Courant vers l'escandre, elle s'écrie « Arrêtez tous les deux! Que se passe-t-il? »« Demande-le-lui » s'exclama Madeleine, rouge de colère. « Qui êtes-vous, mon père? »« Je suis le curé de votre paroisse, madame. Mon nom est Gervais Lefebvre, docteur en théologie, et votre fille se rend coupable de blasphème en me frappant. Je pourrais l'excommunier, » menace le prélat en jetant un regard significatif à la jeune fille. « Ma fille ne vous frapperait pas sans raison, mon père. Il y a certainement un malentendu. Dites-moi ce qui s'est passé. » J'expliquais à votre fille certaines facettes de la vie selon les données théologiques, pour qu'elle sache comment se comporter religieusement. Elle me semble pas vouloir comprendre, répondit le curé. Madeleine bouillait de fureur. « Maman, il faut absolument que tu apprennes la théologie du curé Lefebvre. C'est très éducatif. Assis-toi là où j'étais. Voilà. Maintenant, monsieur le docteur en théologie, assisez-vous où vous étiez. » Mademoiselle, je ne suis pas ici pour jouer. Cessez vos simagrées, répondit-il. « Mais, monsieur le curé, j'aimerais bien que vous me donniez des leçons de théologie, dit Louise avec son plus charmant sourire. Venez vous asseoir et enseignez-moi, je vous le demande. Le curé se sentit obligé de s'asseoir près de Louise. Un peu plus près, remarqua Madeleine. Voilà, très bien. Allez-y, monsieur le théologien. Gratifiez ma mère de votre enseignement. Après quelques hésitations, le curé Gervais Lefebvre se décida. « Madame, dit-il doctement, l'Église a étudié toutes les facettes de la vie et a établi le comportement à tenir devant chacune d'elles. »« Oui, monsieur le curé, je sais. Mais de quelle facette allez-vous me parler? » demanda Louise. « Patiente un peu, maman, dit Madeleine. Monsieur le curé doit élaborer l'introduction qui le mènera à ce qu'il veut vraiment. » Et le curé Gervais se mit à discourir de religion. Au bout de 3 minutes, le discours continuait assez bien. « Monsieur le curé, remarqua Madeleine, je trouve que vous prenez beaucoup de temps pour vous décider à monter votre main sur la jupe de ma mère. J'ai hâte de savoir si vous allez pouvoir monter plus haut sur ses genoux avant qu'elle vous flaque une taloche comme je l'ai fait. »« Quoi? » s'écria Louise en se redressant. « Cet individu malodorant s'est permis de monter sa main sous ta jupe, ma fille? Ai-je l'habitude de frapper les gens sans raison, mère? » Le curé ne vit pas le coup venir, et vlan! Sa joue droite se mit à brûler, et vlan! La gauche opta pour la même température. Le curé tombait à la renverse pendant que Louise ramassait un gourdin. Gervais Lefebvre, à cette époque, était âgé de 29 ans et assez robuste. Au moment où il se relevait rapidement, il reçut un coup de bâton derrière l'épaule, un autre sur le bras avec lequel il se protégeait et un autre sur le tibia de la jambe droite. Les coups pleuvaient et Louise n'y allait pas de main morte. « Arrêtez, je me rends » hurla-t-il. « Tu te rends, espèce de dévergondé, tu te rends » répéta Louise. « Eh bien moi, je ne te prends pas. » Et elle lui asséna une autre volée de coups de bâton. Elle finit par en asséner un sur le front qui fit s'écrouler le maître en théologie. Il gisait près de la rivière, tout juste à côté de son canot. « Mère, tu l'as tué » s'écria Madeleine. « T'inquiète pas, ma fille, ce genre d'individu est très difficile à tuer. » Elle attrapa le curé par le collet de sa soutane et le tira à la rivière. Elle lui jeta la tête dans l'eau et revint vers sa fille. « Est-ce que tu vas bien, ma belle enfant? Il t'a pas maltraité, cet animal? » demanda-t-elle.
Non, il n'a pas pu. Je ne cessais pas de le claquer. Mais il va se noyer si on le laisse là. Si ce théologien n'est pas assez intelligent pour se sortir la tête de l'eau, il se noiera. C'est tout. Charles Gabriel, ayant entendu les cris, arrivait en courant et aperçut le curé gisant la tête dans l'eau. Ne faisant ni une ni deux, il retira le moine de la flotte et le déposa sur le sable. Le curé commença à reprendre ses esprits. « Mais qu'est-ce qui vous arrive, Joie le Vert? » demanda-t-il à sa mère et à sa sœur. « Ce qui nous arrive? » s'exclama Louise, encore sous l'effet de la colère. « Ce faux prêtre, curé de la paroisse et maître en théologie, s'est permis de monter sa main sur la jupe de ta sœur. Voilà ce qui nous arrive. »« Quoi? Un prêtre? Un curé? » Et Charles Gabriel se retourna pour voir le curé qui se remettait sur ses pieds. « Vous, le curé de la paroisse, vous vous êtes servi de votre prestige pour abuser de ma sœur? » Et il s'élança sur Gervais Lefebvre, le curé encaissant l'enseignement non théologique de combat à l'indienne que Charles Gabriel commençait à maîtriser assez bien sous la conduite de Winnetou. La soutane se mit à faire des culbutes pendant que son contenu recevait une volée de coups de poing à chacun des tours complétés. La pédagogie de Charles dura un bon 5 minutes et le curé ne parvenait pas à placer un mot de sa propre science. Charles Gabriel termina la session par un direct au menton qui envoya le curé s'asseoir dans la rivière. « Je vais tous vous excommunier !» cria-t-il lorsqu'il parvint à articuler. « Tu vas nous excommunier? » clama Charles. « Ben moi je vais te scalper !» rugit-il en sortant son couteau de chasse. Il sauta dans l'eau et attrapa le missionnaire par les cheveux. « Tu veux toujours nous excommunier? » demanda Charles en plaçant la lame sur le haut du front clérical. « Non, non, c'était une façon de parler, mon fils. J'étais sous l'effet de la colère. »« Et moi je suis encore, » répondit Charles Gabriel. « Alors, tu nous excommunies ou pas? » répéta-t-il. « Non, pas du tout, c'est promis, » ajouta le curé. « D'accord. Dans ce cas, tu vas nous bénir et surtout demander pardon à ma sœur. Sinon, je garde ton scalp. Tu m'as compris? »« Toutes mes excuses, mademoiselle, » répondit le prêtre. « J'ai pas dit des excuses, » s'enflamma Charles. « J'ai dit de lui demander pardon. » Le couteau avait fendu la peau un peu et le sang commençait à apparaître près de la lame. « Je vous demande pardon, mademoiselle, je vous demande pardon » cria le prêtre. « Et la bénédiction » enchaîna le jeune homme. « Je vous bénis tous, mes enfants, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. »« Amen, » dit Charles. « Et maintenant tu vas te ramasser, sauter dans ton canot et ne jamais plus oser te présenter ici. Sinon, je ne peux plus garantir ton scalp. Et si je raconte ce qui s'est passé ici à mon père, je te garantis pas que ta peau vaille plus qu'une peau de lièvre. Tu m'as bien compris? » Gervais Lefebvre acquiesça de la tête à plusieurs reprises, ne pouvant plus prononcer un seul mot. Charles le lâcha et il courut à son canot, agrippa son aviron et s'éloigna le plus rapidement possible de la tête de Gabriel Lefebvre de la taille. « En tout cas, il est bon à l'aviron, » remarqua Madeleine en riant aux éclats. Elle prit sa mère par les épaules et ajouta « Je pense qu'il serait mort avant d'arriver à tes genoux, maman. »« Je l'aurais étranglé avant, ça c'est certain, » dit Louise qui bouillait encore un peu. « Je pense pas qu'il revienne ici, » ajouta Charles Gabriel. « Il y a intérêt, » renchérit Louise. « Parlez pas de ceci à votre père, car j'ai peur qu'on ait retrouvé un autre curé s'il l'apprend. » Madeleine de Ferchères et de la Pérade ne serait pas aussi discrète que la famille Lefebvre lorsqu'elle aurait à subir les avaries du curé maître en théologie. La dispute ne se réglerait que devant le roi de France lui-même. Chapitre 46. Joseph a encore des brouilles. Joseph, cette année-là, décida de se doter d'un nom de guerre personnel comme son père. Il chercha et trouva. Il apprit que le dernier porteur du nom de Villemur, Alexandre de Berthier, était décédé le 11 janvier 1703 et que sa veuve, Françoise Vianney-Pachot,
s'était remarié en 1712 avec Nicolas Blaise d'Hébergère. Il conclut donc que le nom de Villemur était libre. Il se mit alors à se nommer Joseph Lefebvre dit Villemur, que souvent il changeait en de Villemur, qui faisait plus aristocratique. D'ailleurs, ne portait-il pas l'épée et ne la maniait-il pas de façon remarquable? Il entendit l'affaire devant lui-même et se fut réglé. Remarquez qu'avec sa réputation de sa dextérité à l'escrime qui était répandue, personne ne lui contestait ce petit caprice. D'ailleurs, la population de Batiscan le connaissait déjà comme un gentilhomme né, sans pour autant être de la noblesse. Chez les Canadiens, la noblesse d'âme suffisait amplement. Donc, se servant de son nom de guerre qu'il présentait à l'occasion comme un titre, déjà depuis 1 an, l'autre chose qui dirigeait tout, selon les dires de son propre père, lui donna l'opportunité de confirmer cette noblesse d'âme aux yeux des habitants de Batiscan. Revenant de chez son oncle François Duclos, qui avait hérité de la terre de son père, il traversait le village quand il aperçut un jeune homme d'épée en train de rosser un habitant d'un âge assez avancé, du moins à ses yeux, de jeunesse de 19 ans. Se précipitant à la rescousse, il attrapa le poignet du prêteur au moment où il allait frapper le pauvre homme avec un gourdin. L'attirant à lui, il lui flanque un bon coup de poing qui l'envoie valser à 3 pas. « Comment oses-tu frapper un vieil homme sans défense, espèce de canaille? » s'exclama-t-il. « Qui es-tu, jeune impertinent? » répond le gredin en recouvrant son équilibre, essuyant le sang de son nez. « Qui je suis? Je suis Joseph Lefebvre de Villemur et je te défends de toucher à quiconque du village. Tiens-toi le bourdi. »« De Villemur? Je dois donc en déduire que vous êtes de noblesse. Monsieur, vous ne refuserez donc pas à me rendre raison de l'outrage que vous me faites. Je suis le chevalier de Fontbrune et j'exige réparation. Quand et comme tu le voudras, espèce de lâche, tout de suite si tu le désires. Vous aurez de mes nouvelles de mes témoins cet après-midi. Où peut-on vous trouver? »« Tu m'as déjà trouvé. Mais tout le monde t'indiquera la terre de Gabriel Nicolas Lefebvre. J'y serai dans 1 heure. » C'est le lendemain que se déroula la confrontation d'honneur. 2 épées plantées à 6 pas de distance l'une de l'autre servaient de point de départ pour les duellistes, qui devaient s'en éloigner de 12 pas chacun. Ainsi, les coups de feu se feraient à 30 pas. Et si aucun n'était touché, on devait finir le travail à la rapière. Fontbrune tire aussitôt arrivé aux 12 pas et rate sa cible. Constatant le résultat, il devient pâle et abaisse son bras tranquillement. Joseph le dévisage, pointant le pistolet prêt à faire feu. Tout à coup, il baisse le bras, tend le pistolet à son père qui agissait comme témoin et se dirige vers les 2 épées. Le pistolet dans un duel est une arme de lâche. On ne voit pas les yeux de l'adversaire. De plus, je ne désire pas te tuer. Tu n'y apprendrais rien. Je vais plutôt te donner une leçon d'escrime qui te fera comprendre de ne pas t'en prendre à un plus faible que toi, inutilement. Fontbrune ayant repris contrôle de ses esprits, saisit sa rapière avec un sourire et, convaincu d'être maintenant le plus fort, se prépare à pourfendre ce jeune coureur de bois insolent qu'il juge gonflé d'orgueil. Les 2 hommes se mettent en garde. Après quelques passes, Fontbrune se rend compte que ses desseins seront plus difficiles à atteindre qu'il ne croyait. « Je vois que vous maniez l'épée de façon passable, » dit-il en portant un coup droit. « Vous trouvez? » répliqua Joseph en parant en contre de Sixte, en roulant l'épée adverse et l'envoyant planer à 5 pas. Fontbrune, estomaqué, regarda son adversaire. « Comment vous avez fait ça? » demanda-t-il. « Allez chercher votre épée, je vais vous le refaire. » Fontbrune ramasse son arme et vient se placer en garde. « Ma question était inutile. J'ai bien remarqué votre mouvement et je vous jure que vous ne le réussirez pas 2 fois. » Il passe encore à l'attaque. Après quelques attaques et ripostes des 2 escrimeurs, on entend Joseph dire « Comme vous avez si bien remarqué le premier mouvement, dans ce cas, je passe au suivant. » Après une 2e parade circulaire, Fontbrune sent son épée lui sortir de la main et pour la 2e fois la voit se transformer en oiseau. «
Diantre, monsieur, vous êtes une maîtresse lame. Je dois me soumettre et m'avouer vaincu. Joseph le salua de son épée et ajouta, « Il n'est pas du tout question de maîtresse lame, monsieur. Il est question de comprendre qu'ici, un Canadien, quel qu'il soit, se retrouve au même niveau que tous les autres hommes ayant les 2 pieds sur notre sol. Si vous n'avez pas compris cela, reprenez la position. Si vous avez compris, je vous invite chez moi à casser la croûte. Je suis certain que mon père n'en fera aucune objection. » Monsieur de Villemur, vous êtes un noble cœur. Si les Canadiens sont tous de votre trempe, je me garderai bien à l'avenir de leur manquer de respect. Ils le sont tous, je vous l'assure, affirme Joseph. Dans ce cas, j'accepte votre invitation et je vous propose de devenir mon ami. Je le veux volontiers, répondit Joseph. Et c'est ainsi que Joseph se fit un ami à la pointe de sa rapière, qui répandit le nom de Joseph Lefebvre de Villemur dans la population canadienne. C'est aussi de cette façon qu'il fut reconnu par ses concitoyens comme un défenseur des opprimés, sur l'aide de qui on pouvait toujours compter. Gabriel et Winnetou avaient été les témoins de Joseph lors de ce duel. C'est pourquoi le jeune homme n'eut jamais à raconter cet exploit. Cependant, son père, lui, ne s'en privait pas. Lui et ses frères continuèrent de tenir leur poste de traite à Détroit jusqu'à ce que l'arrivée de Peltry commence à décliner. Ils durent alors s'orienter différemment. Ils prirent alors la décision de travailler chacun de leur côté. Chapitre 47. On travaille sur plusieurs fronts. 2 ans plus tard, en 1719, Jacques-François, âgé de 25 ans, épouse à Rivière-du-Loup, à Louisville, Catherine Lemaître Auger, elle, âgée de 22 ans. Jean Sicard de Carufel, le commandant renommé des Sauvages, est présent au mariage. Une de ses filles, Marie-Anne Sicard de Carufel, devenait, par ce mariage, la belle-sœur de Jacques-François Lefebvre. Le lien d'amitié des 2 familles durera plus de 92 ans. Le père de Catherine, Charles Lemaître, capitaine de milice de Louisville, est marchand et avait passé sa vie à engager des coureurs de bois pour l'Ouest depuis 1688. Malheureusement, la jeune mariée ne survivrait pas plus de 2 ans. Elle décède le 29 juin 1721. Jacques-François, toujours tellement ferme devant le danger et l'adversité, apprenait la défaite devant l'autre chose qui contrôlait tout. Il en est atterré. Il avait planifié une vie telle que l'exemple de ses parents lui avait fourni, avec plusieurs enfants et une maison remplie de joie de vivre. Tout s'écroulait sans qu'il n'y puisse rien. Il avait énormément de difficultés à l'accepter. Il ne comprenait pas et se culpabilisait inconsciemment. L'année précédente, le voisin de Gabriel, Jean Brouillette, s'était noyé à Cap-Santé à l'âge de 40 ans. Sa veuve, Madeleine Ricard, qu'on appelait la veuve Brouillette, pour le restant de sa vie, continuerait d'habiter sa terre jusqu'à sa mort en 1750. Depuis cette année précédente, François Duclos fils est lieutenant de milice de Batiscan. Il voit son rôle comme étant d'assurer la sécurité de ses concitoyens plutôt que de les oppresser avec des règles et les lois des autorités françaises. Il évite de s'immiscer dans les moyens de survie qu'il emploie, même s'il le connaît parfaitement. La famille de son père avait survécu de la même façon, ce qui avait assuré sa propre survie. Respectant le caractère canadien qui l'anime lui-même, il n'insiste pas quand l'un d'eux refuse ou s'excuse pour ne pas prendre part à une expédition à laquelle il ne croit pas. Il ne recrute toujours que des volontaires. Ce sera d'ailleurs tout au long de l'histoire de la Nouvelle-France le qualificatif employé par les autorités françaises pour définir le Canadien qui participe à une expédition. Elles ne pourront jamais exiger l'implication d'un Canadien. Elles devront le convaincre d'y participer. C'est d'ailleurs là la philosophie de base de la société sauvage qui prône la liberté individuelle et le respect des différences, que celles-ci soient de la couleur de la peau ou des convictions personnelles.
Convaincre un Canadien, pour les autorités françaises, ce n'est pas toujours évident, puisque les intérêts des deux parties sont complètement différents et assez souvent contraires. Jacques-François, dorénavant sans aucun but dans la vie, se réfugie pendant quelques mois annuellement dans la traite des pelleteries à Détroit, où Joseph tient son poste de traite. Le reste du temps, il erre à l'ouest et au sud-ouest du lac Michigan. De temps à autre, il visite sa tribu Mohawk qui l'avait adopté et dont il est reconnu comme l'un des guerriers. Mais rien ne semble parvenir à lui donner l'étincelle qui réanimera son ambition et sa joie de vivre. Il trouve la vie acceptable et ne demande rien de plus que ce qu'il discerne sur la route de tous les jours. Il ne vise rien d'autre pour le futur que la nourriture et l'abri du lendemain. Cette vie errante dure 2 ans jusqu'en 1723, où son frère Joseph, âgé maintenant de 25 ans, est engagé comme charpentier au poste de Miami. Cette région près d'où la famille avait fait la traite quelques années plus tôt avec les Shawnees venus du sud. Comme son engagement ne l'empêche pas de faire la traite, il engage son frère Jacques-François pour faire ce commerce avec lui. Joseph rencontrerait ses obligations de charpentier pendant que Jacques-François assurerait la bonne marche de leur commerce. Joseph remet sa propriété de Détroit aux mains de son frère Jean-Baptiste, qui en devient le nouveau propriétaire. La famille possède des postes de traite dans plusieurs régions. Joseph et Jacques-François dans l'actuel Indiana, Jean-Baptiste à Détroit et leur frère Antoine transigent dans l'Outaouais. Gabriel, leur père à tous, continue de récupérer tout ce qu'il peut des têtes de boules qui viennent parfois échanger leur fourrure à Batiscan. L'entente qu'avait signée Jacques-François avec son frère Joseph était pour 18 mois. Ce laps de temps terminé, Jacques-François quitte Joseph et s'avance plus loin vers l'ouest jusqu'à la rivière Wabash. Il se fabrique alors un canot et décide d'explorer cette rivière. Il rencontre assez rapidement les Shawnees qu'il connaissait déjà. Il vit parmi eux quelques mois et reprend son exploration de la rivière. Il se rend jusqu'à la rivière Ohio, qui se trouvait toujours sur les territoires Shawnee. Il n'apprit pas la nouvelle que son jeune frère Nicolas était décédé le 23 février 1728 à l'âge de 21 ans. Il fut le seul de la famille à ne pas être accablé par cette douleur. On savait que Nicolas était décédé parce qu'on avait trouvé son canot au bas d'un rapide sur la Batiscan, mais on n'avait jamais trouvé le corps. L'entraînement de Winnetou et la planification de l'éducation par Gabriel n'avaient pas été suffisants pour détourner la volonté de l'autre chose qui dirige tout. C'était probablement mieux que cette autre chose évite cette douleur additionnelle à Jacques-François, parce qu'il portait déjà en lui une peine qui l'écrasait. Peu à peu, cependant, sa perception de la vie se transformait. Découvrir de nouveaux paysages tous les jours sur la rivière l'amenait à être curieux du paysage qu'il verrait le lendemain. Son intérêt envers le futur lui revenait graduellement. Le spectacle des Shawnees, plein de joie de vivre, malgré l'austérité et les épreuves fréquentes qu'il subissait, et avec laquelle il composait en les acceptant comme une facette normale de la vie, l'entraînait à redevenir lui-même. Sans qu'il s'en rende compte, renaissait graduellement l'homme qu'il avait été. La vie redevenait amusante à cause de sa grande variété. Rendu à ce point, il n'y avait qu'un pas pour la trouver belle. Toute cette transformation lui coûta près de 14 ans. Les 5 dernières années, remplies d'aventures dangereuses, drôles ou tristes, mais aussi emballantes les unes que les autres, avaient finalisé sa guérison. Il revint chez lui à Batiscan, et quelques années plus tard, il se remaria à l'âge de 49 ans avec Catherine-Thérèse Richard, âgée de 28 ans. Il leur naîtra une fille qu'ils appellent Marie-Françoise et qui épousera Prisque Junot, dit la Tulipe, en 1761. Le reste de ses jours sera consacré à embellir la vie de ses neveux avec le récit de ses aventures.
Antoine, qui s'occupait de la traite près de chez lui, avait, lui, adopté le nom de guerre du Sablon dit des Pins. Comme l'éducation paternelle le lui avait appris, il ne visait pas à devenir riche. Il s'efforçait d'assurer une vie acceptable à ceux dont il avait la responsabilité. Lorsque son frère Jacques-François devint veuf en 1721, Antoine prit la direction des revenus de traite de la famille, pour la région de Batiscan jusqu'en Outaouais. Sa gestion fut identique à celle de son père, c'est-à-dire en douce, sans provoquer l'attention. En 1725, Antoine et Joseph possèdent chacun une terre côte à côte sur la rivière Batiscan. Il prendra femme seulement 6 ans plus tard. Le 16 février 1731, il épouse à la Pérade Marianne Morand dit Grimard. 4 mois plus tard, il signe un engagement de 200 livres avec la véranderie sans but déterminé sur le contrat, mais qui est sous-entendu jusqu'au grand portage. Il n'avait accepté de signer qu'à cette seule condition, parce que son épouse était enceinte et qu'elle devait accoucher en octobre. Il signe un autre contrat de voyageur en 1736 avec Gatineau et Hamelin, ce qui indique que la traite sur la Batiscan tirait un peu de la langue. Les aventures d'Antoine Lefebvre du Sablon dit des Pins se sont pour la plupart déroulées sur la rivière Batiscan, la Sainte-Maurice et la rivière Outaouais. C'était là la région sous sa responsabilité envers sa famille. Malgré le récit d'un esprit de famille uni que je raconte ici, je suis obligé d'avouer que les conflits familiaux ne sont pas étrangers à cette famille moins qu'à d'autres, du moins à la 2e génération. On n'en est pas certain quand Antoine est décédé, mais en 1770, lui et son épouse Marianne poursuivent en justice un de leurs fils pour négligence de remplir les conditions de la donation de la terre signée 6 ans auparavant. Ils se plaignent de son ingratitude et de même se servir de violence à leur égard. Antoine semble avoir vécu jusqu'en 1776, soit jusqu'à l'âge de 79 ans. Son frère, Charles Gabriel, avait cependant devancé quelque peu la date de mariage d'Antoine. Il l'avait épousée le 24 janvier de cette même année 1731 à Montréal, Marie-Joseph de Gaudet, âgée de 24 ans. Elle était orpheline depuis 2 ans de son père Jacques Gaudet de Montréal et depuis 2 mois seulement de sa mère Marguerite Duguay. Ils n'auront pas d'enfants et demeureront toujours à Montréal. Charles Gabriel développera des liens amicaux avec plusieurs figures importantes de la ville. Les Poulains de Francheville, les Delacorne, les Trudeau, les L'Archevêque, les Parent, les Lafrenais, les Drouillard et autres. Il fait lui aussi le commerce des fourrures et engage constamment des coureurs de bois. Il travaille souvent conjointement avec son frère Joseph, qui traite au pays des Illinois, pendant que lui-même traite à Michilimackinac. On se rend compte que la raison de Charles Gabriel pour rester à Montréal est de justifier les absences de certains de ses frères partis en course. À Batiscan, on les dit à Montréal, tandis qu'à Montréal, on les dit à Batiscan. Il décédera finalement le 3 août 1780 à Montréal, âgé de 80 ans. Il est inhumé à l'intérieur de la chapelle Saint-Amable de l'église Notre-Dame de Montréal. Lorsque Joseph termine son contrat de charpentier au poste de Miami et que son frère Jacques-François s'enfonce dans les terres inconnues de l'Ouest, il revient à Batiscan et le 22 novembre 1724 épouse Jeanne Lafont dit Mongrain. Elle était la fille de Pierre Lafont, chez qui son père avait payé le cens et les rentes des Jésuites jusqu'en 1721, date de son décès. Pierre Lafont et Gabriel, le père de Joseph, se vouaient un grand respect mutuel et avaient toujours été des amis. Chapitre 48. Un lemoine par les liens du mariage. À l'été 1720, ce fut le tour de Pierre d'aller faire son stage chez Lougris.
Celui-ci, cependant, avait averti que Pierre serait le dernier à subir cette initiation. Prenant de l'âge, Lougri ne pouvait plus assurer la sécurité des jeunes. Son contrôle sur les guerriers s'affaiblissait de plus en plus et quelques-uns visaient son poste de chef. Cette décision ne bouleversa pas la famille, puisque Michel et Julien ne montraient pas autant d'intérêt que leur frère pour la traite des fourrures. Winnetou partit donc seul avec Pierre. Louise regardait le canot s'éloigner sur la rivière et souhaitait que l'année se termine rapidement. Elle était assez heureuse du fait que ce serait la dernière fois qu'elle vivrait le départ de l'un de ses garçons de 13 ans. Lorsque nos deux voyageurs arrivèrent à l'île aux Noix, Winnetou décida de camper sur l'un des îlots avant la grande île pour la nuit. Personne n'habitait l'île aux Noix à l'époque. Le camp fut rapidement monté et on fit un feu. Pierre se chargea d'attraper du poisson pour le repas. L'eau qui passait entre les îles n'était pas profonde et on voyait parfaitement le fond de la rivière. Pierre se fabriqua un trident et s'installa, les pieds dans l'eau jusqu'au-dessus des genoux, sans bouger. Avant d'entrer dans la rivière, il avait remarqué des nageoires de poissons qui déambulaient au fil de l'eau. Même en entrant dans l'eau, il n'avait pas dérangé les poissons, ce qui l'étonnait énormément. Au bout de 2 minutes, les poissons s'approchèrent au point de lui passer entre les jambes. C'étaient de ces gros poissons noirs qui nageaient tranquillement en effleurant sa peau. Il n'eut pas à lancer son trident, seulement à piquer le poisson qui sortait d'entre ses jambes, devant lui. Le poisson se mit à se débattre et fit presque perdre sa prise sur le trident. Lorsqu'il sortit sa capture de l'eau, il l'évalua à 8 livres. L'animal se débattait tellement que Pierre perdit l'équilibre et tomba sur le fessier dans l'eau. C'est alors qu'il entendit un éclair de rire venant de l'autre côté de la rivière. « Vous avez là une fameuse prise, mon jeune ami !» lui cria un coureur de bois portant une rapière à son côté. Il paraissait âgé d'environ 25 ans, avec la pipe au bec. L'individu se tenait de l'autre côté de la pièce d'eau. « Attendez-moi, je vous rejoins !» ajouta-t-il en pénétrant dans l'eau pour traverser. Lorsqu'il arriva là où nageaient les poissons, il marcha plus doucement et sortit sa rapière. D'un seul coup, il embrocha un autre poisson qu'il fit glisser jusqu'à sa garde pour le sortir aisément. « Voilà, dit-il, nous pouvons souper ensemble si vous ne voyez pas d'inconvénient. » Se relevant de sa position précaire, Pierre répondit « Aucun inconvénient, monsieur. Nous serons 3, car je suis en compagnie de mon entraîneur. »« Votre entraîneur? » s'étonna l'homme. « Il vous entraîne à quoi? »« À être un vrai Canadien. Suivez-moi, je vous le présente, monsieur. Monsieur, Pierre-Jacques Payen de Noyan pour vous servir, monsieur. Pierre Lefebvre dit la taille de Batiscan. Tout autant à votre service. » Et les 2 hommes se dirigèrent vers le campement de Winnetou. Celui-ci préparait les couches pour la nuit lorsqu'il vit arriver du coin de l'œil les 2 compagnons. Se relevant tranquillement, il le regarda s'approcher en croisant les bras à sa manière habituelle. Son masque était de cire. « Winnetou, je te présente Pierre Payen de Noyan. Il m'a regardé attraper ce poisson et en a embroché un 2e avec sa rapière. Il demande à souper avec nous. »« Hugh, un guerrier de Lemoine est toujours bienvenu dans mon campement, » répondit Winnetou. « Le Lemoine? » s'étonna Pierre. « Vous êtes un Lemoine? » demanda-t-il. « Ma mère est Catherine Jeanne Lemoine, de Longueuil et de Châteauguay, » répondit l'interpellé. « Mais je me demande comment votre instructeur peut le savoir, » ajouta-t-il. « Winnetou, c'est un tas de choses étonnantes sur les gens d'ici, » répondit Pierre. « Et s'il dit que vous êtes bienvenu dans son camp, c'est qu'il vous porte en grande estime, vous et votre famille. Allons, préparons ces poissons. » Pendant que Pierre et Payen s'activaient, Winnetou préparait un grand récipient d'écorce de bouleau qu'il remplit d'eau et accrocha au-dessus du feu. Après que la couche superficielle de l'écorce eut brûlé, l'eau put commencer à se réchauffer. « Tu veux manger du poisson bouilli? » lui demanda Pierre, arrêtant son travail.
Tes poissons sont des esturgeons et possèdent des petites boules de graisse dans leur chair. Mieux vaut les faire bouillir avant de les cuire au feu salé des graisses. Ne jette pas les œufs si tu en trouves, ils sont délicieux. Si tu veux bien me donner un morceau d'écorce, Winnetou, j'ai des œufs dans le mien, remarqua Pierre-Jacques. Moi aussi, ajouta Pierre. Et Winnetou leur tendit à chacun une galette d'écorce de bouleau. Winnetou avait enveloppé les 2 poissons dans de la graisse et les avait placés sous la braise. « C'est vraiment délicieux, ces œufs de poisson, » remarqua Païen en léchant ses doigts. « Très bon, » acquiesça Pierre. « ajouta Winnetou. « Vous vous dirigez vers où? » demanda Païen. « Je vais faire mon stage d'1 an chez les Mohawks. Winnetou est le fils du chef de la tribu où nous allons, » dit Pierre. « Donc vous vous dirigez vers Albany. Je suis en permission jusqu'à l'automne. Auriez-vous objection à ce que je voyage avec vous? » demanda Denoyant. « Vous serez seul pour revenir, car je resterai chez mon père. Mes jeunes frères n'ont plus besoin de moi ici, » dit Winnetou. Pierre fut étonné de la nouvelle, mais décida de ne pas la relever. Il ne savait pas si son entraîneur ne présentait pas simplement une objection pour éviter l'encombrement. « Revenir seul ne me dérange pas du tout, mais je trouverai certainement un Iroquois qui voudra venir visiter ses parents du Sault-Saint-Louis, » répondit Pierre-Jacques. « Alors, qu'en dites-vous, Winnetou? »« Vous avez certainement un canot pour être venu sur l'île. »« Ouais, mais je le laisserai ici. Je ne prendrai que mon équipement demain matin. »« Alors vous êtes bienvenu. Cependant, je suis celui qui commande. Mon petit frère a des choses à apprendre durant son voyage, » conclut-il. « Je suis à vos ordres, c'est évident, » répondit Pierre-Jacques Païen de Noyant, et il se prépara une couche comme celle des autres. Denoyant était alors enseigne dans les troupes de la marine. Il serait nommé lieutenant en 1722. Durant la soirée, il dévoila que, souvent, il venait se réfugier sur les Naunois. Il aimait l'emplacement. Peut-être qu'un jour, il s'y installerait, pensait-il. Le surlendemain, on les retrouve à Ticonderoga, sur la rivière La Chute, au bout du lac Champlain. La pluie s'est mise à tomber et les 3 voyageurs installent leur canot pour se mettre à l'abri. Winnetou n'est pas décidé à camper à cet endroit, car c'est la route employée par tous ceux qui voyagent dans la région. Aussitôt que la pluie diminue, il donne l'ordre de lever le camp et de faire le portage jusqu'au lac Saint-Sacrement. Arrivé sur ce lac, Winnetou dirige le canot vers le fond de la première baie qu'il trouve à sa gauche. Il s'éloigne ainsi du trajet habituel de ceux qui passent d'un lac à l'autre. Trouvant un grand rocher derrière lequel il peut faire un feu, les 3 voyageurs s'installent pour la nuit. Étant encore tôt dans la journée, la pluie ayant cessé, Winnetou demande à Pierre de trouver de la nourriture, mais sans se servir de son fusil. On ne doit pas attirer l'attention. Pierre, laissant son fusil sous le canot, part à la chasse. « Est-ce sécuritaire de le laisser partir ainsi dans la forêt? » demande Pierre-Jacques. « Il n'a que ses couteaux de chasse comme arme. »« Mon élève peut arriver derrière toi, sans que tu ne l'entendes venir. Il est en sécurité. Il sait comment se comporter. Ne t'inquiète pas, nous allons bien manger ce soir. » Winnetou avait fait son feu et séchait tout ce qui était trempé. Denoyant, faisant de même, et fumait une pipe en attendant que son linge soit sec. Il ne cessait de penser au jeune Pierre parti depuis déjà au moins 1 heure. « Winnetou, je pense que je vais aller voir si je peux retrouver le jeune Pierre. Son absence m'inquiète. »« Retourne-toi, » dit le Mohawk. Denoyant s'exécuta rapidement et aperçut Pierre debout 3 pas derrière lui, qui souriait. Il tenait un lièvre dans chaque main. « Je t'ai pas entendu. Comment t'as fait? »« J'ai un excellent instructeur, » répondit Pierre Lefebvre. Il était heureux d'avoir surpris le jeune soldat. « Et tu as tué 2 lièvres?
Comment est-ce possible? Tu n'as que 2 couteaux de chasse et un tomahawk. S'étonna Païen. 2 lièvres assaisonnés de 3 perdrix, répondit Pierre en laissant tomber sa cibecière près de son interlocuteur qui, saisissant le sac, en extirpa 3 perdrix nettoyés et enveloppés dans leurs ailes. « Mais tu es le diable, ma parole! » s'exclama Denoyant. « Comment tu fais? » Pierre passa son index dans sa ceinture et sortit son lance-pierre. « Cette arme est très utile en forêt, » dit-il en lui montrant l'objet. « Tu as tué ces animaux avec ça? » dit-il éberlué. « C'est très efficace, crois-moi, » répondit le jeune homme. Winnetou apprêtait déjà les lièvres et avait remis les peaux à Pierre pour qu'il les gratte et qu'il les installe à sécher loin du feu. Pierre-Jacques Païen venait de comprendre à quel point vivre dans la nature sauvage n'avait rien de dangereux lorsqu'on savait ce qu'on faisait. Il enviait un peu l'éducation canadienne qu'avait reçue le jeune homme de 13 ans près de lui. Pierre Lefebvre semblait être dans son élément naturel. Regardant le Mohawk, il entrevit pour la première fois tout ce que ces sauvages possédaient comme connaissance. Ces hommes des bois pouvaient y survivre aussi longtemps qu'ils le voulaient, même s'ils étaient complètement démunis d'armes. Il en était devenu complètement convaincu. Il décida de porter attention à tout ce que ses 2 compagnons de voyage feraient dans leurs moindres détails. 2 jours plus tard, ils arrivent au campement de Lougri. Celui-ci semble un vieillard. Il est maigre, les cheveux tout blancs, et ne paraît pas très solide sur ses jambes. Pierre ne le reconnaissait pratiquement pas. Par contre, ses yeux sont pleins de feu. Winnetou s'approcha de son père, qui le prit dans ses bras. « Mon fils, je te vois, » dit-il d'un ton où il ne pouvait pas cacher l'émotion. « Mon père, je te vois, » répondit Winnetou aussi ému. « Tu es Pierre, mon neveu, » ajouta le chef. « Sois le bienvenu chez toi, » ajouta-t-il. « Merci, grand chef, c'est un plaisir de te revoir, » répondit Pierre Lefebvre. « Père, je te présente Pierre-Jacques Païen de Noyant. Un membre de la famille Lemoine est toujours le bienvenu dans ma longue maison, » dit le chef en serrant l'avant-bras du jeune soldat. « Je suis vraiment touché, grand chef, » répondit Denoyant. Tout le monde suivit Lougri, qui entra dans la maison Mohawk, où il présenta ses invités à tous ceux qui étaient présents. Le retour de celui qui parle peu fit merveille, et la mère de clan fut très heureuse de retrouver l'un de ses fils. Elle le fit asseoir près d'elle et ne cessa de l'interroger de toute la soirée. Le lendemain, on ne la revit pas avant assez tard dans la soirée. Elle était accompagnée de 2 autres vieilles femmes qui restèrent quelques jours. Elle regardait constamment comment Pierre se comportait avec ses frères Mohawks et était attentive à ce que celui qui parle peu lui expliquait et lui enseignait. Pierre, quant à lui, était accepté par tous dans le clan. Denoyant resta 2 semaines chez les Mohawks. Un des Iroquois décida d'aller visiter des membres de sa famille qui habitaient près de Montréal. Les 2 hommes partirent tôt le matin, mais pas avant d'avoir salué le chef Lougri, son fils celui qui parle peu, et son neveu Pierre Lefebvre dit la taille. Tout le clan saluait les 2 hommes à leur départ. Les semaines passèrent, et quelques semaines avant la période où les guerriers partaient pour la chasse, Winnetou apprit à Pierre qu'il lui fallait aller passer 1 semaine seul dans la forêt, sans armes et sans autres vêtements que ceux qu'il portait. Pierre fit un petit signe de tête affirmatif, donna ses couteaux, son tomahawk et sa fronde à Winnetou et disparut en courant dans les bois. 3 vieilles femmes avaient suivi tout l'événement de loin. Un peu plus tard, elles avaient invité le fils de Lougri à venir converser avec elles. Celui qui parle peu était maintenant âgé d'environ 45 ans. Il était sage, posé, intelligent et juste dans ses décisions. Les vieilles mères de clan l'avaient remarqué. Lougri se présenta un jour à son fils pour lui demander de le suivre.
Il l'entraîna dans la longue maison où 6 vieilles étaient réunies. Les 2 hommes vinrent s'asseoir devant les vieilles femmes. L'une d'elles, la mère de clan de Loup-Gris, s'adressa à celui qui parle peu. « As-tu l'intention de repartir ou de rester, mon fils? » demanda-t-elle. « Je suis revenu chez moi pour m'occuper de mon père et de ma mère. Je ne repartirai plus. Mon devoir envers mes petits frères blancs est accompli, et vous verrez bientôt que j'ai aussi bien réussi avec le dernier qu'avec les précédents que vous avez reçus ici dans cette longue maison, » répondit Winnetou. « Nous avons déjà constaté que le jeune Pierre est aussi bien éduqué que ses frères. Il n'y a aucun doute des mères de clan à ce sujet. Nos doutes sont plutôt envers toi. Es-tu prêt à servir ton clan du meilleur de tes capacités? Voilà ce qui nous tracasse. » « Je vous vois, mes mères, et je veux continuer à vous voir aussi longtemps que je vivrai. Je n'ai rien d'autre que mon clan dans mon cœur, » répondit celui qui parle peu. Il avait croisé les bras comme si tout était dit pour lui. Les vieilles femmes le regardaient attentivement, et le fils de Loup-Gris leur retournait son regard sans démontrer aucun malaise ni aucune émotion. Il savait avoir dévoilé le fond de sa pensée et divulgué ce qui se trouvait dans son cœur. Il continua de se regarder pendant un bon 5 minutes, ce qui ne fit pas changer la physionomie de celui qui parle peu d'un seul iota. Les vieilles femmes se regardèrent, et l'une à la suite de l'autre firent un signe affirmatif de la tête. La vieille mère de clan, voisine de celui de Loup-Gris, prit la parole. « J'ai une jeune nièce. Je voudrais te la présenter. Elle s'appelle Nuit d'Étoile. »« Je la connais, mère. Tu peux être fier de ta nièce. Elle fera une excellente épouse à celui qu'elle choisira. » Elle m'a fait connaître son choix. Elle veut celui qui deviendra le chef de la tribu et qui remplacera Loup-Gris. Elle fera une excellente femme de chef. « Pourquoi voulez-vous remplacer Loup-Gris, ma mère? Il est un bon chef, il a toujours été. Sa sagesse est sans borne, et son expérience aujourd'hui est sans limite. » Dans ses yeux, on pouvait deviner qu'il n'était pas d'accord pour qu'on remplace son père comme chef, mais rien de sa physionomie ne pouvait le laisser discerner. « Loup-Gris est un très bon chef, nous le savons, » affirma la vieille. « Mais il prend de l'âge, et nous avons décidé de lui joindre un aide qui deviendra chef de la tribu lorsqu'il nous quittera. Et comme tu ne peux pas lui succéder étant du même clan, nous devons trouver un guerrier d'un autre clan pour l'aider. Tu comprends cela, n'est-ce pas? »« Parfaitement, ma mère. Je n'ai d'ailleurs jamais songé à succéder à Loup-Gris. » « La raison de ta présence ici est de connaître ta décision, » continua la vieille mère de clan. « Comme je le disais, ma nièce m'a fait connaître son choix, et c'est toi qu'elle choisit. Que devrais-je lui répondre, celui qui parle peu? »« Ta nièce me fait un grand honneur, ma mère, mais je suis déjà assez âgé. J'ai 45 printemps cette année. Lui ferai-je un bon époux? » »« Je te répète que c'est elle qui t'a choisi. Ma nièce sait très bien ce qu'elle veut. Attention à ne pas l'offenser, » enchaîna la vieille mère. « Loin de moi de vouloir l'offenser, mère de clan. Je suis heureux qu'elle m'ait choisi et j'accepte avec joie l'honneur de devenir le meilleur époux qu'elle mérite. » »« Très bien, voilà qui est décidé. On célébrera le mariage dans 3 jours, et alors tu feras partie de mon clan et tu quitteras le clan de ta mère. J'ai dit. » La mère de clan de Loup-Gris prit la parole. « Grand chef, l'Assemblée des mères des clans a décidé de t'appointer un chef plus jeune pour t'aider dans ta tâche. As-tu des réticences à cette décision? » »« Je suis au service des mères de clan depuis toujours, » répondit Loup-Gris.
Elles m'ont continuellement très bien conseillé, et je ne peux que me fier à leur jugement. Je n'ai aucune réticence à votre décision. Dans ce cas, la 4e journée à partir d'aujourd'hui, celui qui parle peu du clan voisin deviendra chef de la tribu avec toi. Votre sagesse à tous les deux ne peut être que bénéfique pour la tribu. J'ai dit. Et toutes les mères de clan répétèrent successivement « J'ai dit ». Celui qui parle peu, qui depuis son retour n'avait aucun avenir à envisager, croyant que sa raison de vivre était complétée, se retrouvait chef de la tribu Mohawk sous le parrainage de son père Loup-Gris. Le maître de Lévis lui donnait une responsabilité énorme, encore plus importante que celle qu'il avait remplie jusqu'ici envers les fils de Gabriel Nicolas Lefebvre dit La Taille. Il devait maintenant voir à la sécurité et au bien-être de toute une tribu. Cette autre chose qui dirige tout, auquel il est inutile de refuser d'obéir, lui avait donné, en 4 jours, une belle jeune épouse et un statut qu'il n'avait jamais pu imaginer parmi les siens. Son cœur débordait de joie sous ses bras musculeux qu'il gardait croisés. Les vieilles mères avaient terminé. Elles se levèrent et sortirent de la longue maison. Loup-Gris déposa sa main sur l'épaule de son fils. « Mon cœur est rempli de bonheur. Tu seras un grand chef parmi les Mohawks. »« Mon cœur déborde de joie, père. Je suivrai tes conseils et assimilerai ton enseignement. Ton fils est heureux. Je te vois, mon père. » Les 2 hommes quittèrent la longue maison. À leur sortie, Winnetou aperçut Nuit d'Étoile qui l'attendait. Elle le regardait en souriant. « Ma tante m'a dit que tu avais accepté de devenir mon époux. La joie jaillit de mon cœur. Je te donnerai d'aussi grands guerriers que toi-même, je te le promets. »« Je serai pour toi le meilleur époux que tu puisses imaginer, Nuit d'Étoile. Je te le promets. » Et les 2 fiancés partirent chacun de leur côté. La semaine écoulée, Pierre sortit de la forêt, enveloppé d'une couverture tressée en peau de lièvre, un couteau de pierre à la ceinture et 5 perdrix attachés avec un bout de cuir. Il se présenta à la longue maison de Loup-Gris qui le reçut avec des élans de joie. Pierre donna ces 5 perdrix à la femme de Loup-Gris qui était la mère du clan. Celle-ci accepta le présent et étreignit le jeune homme dans ses bras. « Tu es vraiment un vrai guerrier, » dit-elle. « Merci, mère, » répondit Pierre. « Je te vois, mais je ne vois pas mon entraîneur, » remarqua-t-il. « Tu le trouveras dans le clan voisin chez la famille de son épouse. »« Son épouse? » s'exclama Pierre joyeusement. « Winnetou a pris une épouse? » demanda-t-il. « Chez nous, c'est la femme qui prend un époux, » corrigea la vieille mère. « Et une très belle Mohawk a choisi celui qui parle peu. »« J'espère qu'il est heureux, » dit le jeune homme. « Il le mérite énormément. Winnetou est un grand homme, » affirma Pierre. « Winnetou est maintenant grand chef Mohawk, » ajouta la mère de clan. Pierre fut bouche bée pendant quelques secondes. Puis, n'y tenant plus, il se mit à crier et à danser à la manière indienne autour du feu de la grande maison. « Ma mère, les Mohawks ont acquis un chef aussi grand et aussi sage que Loup-Gris. Mon cœur jubile. »« D'accord, ton cœur jubile, mais arrête de sauter partout, tu vas mettre le feu à la maison, » dit la vieille en souriant. S'adressant à Loup-Gris qui rigolait, « Amène ce jeune guerrier chez ton fils. Je sais qu'il a très hâte de le voir. » Loup-Gris mit la main sur l'épaule du jeune homme et l'amena à la longue maison du clan voisin. Winnetou sauta sur ses pieds à son arrivée. « Je te vois, Pierre, » dit-il. « Je te vois, Winnetou, » répondit le jeune guerrier. Et les 2 hommes s'étreignirent. « Je te présente mon épouse Nuit d'Étoile, » enchaîna-t-il. « Femme, voici mon élève Pierre Lefebvre dit La Taille. »
La jeune femme souriait à Pierre. « Ma sœur, tu es la plus belle nuit étoilée que j'ai jamais vue. Je suis heureux que tu aies choisi mon grand frère Winnetou. Il te fera un excellent époux. » La jeune femme s'approcha et étreignit Pierre dans ses bras. « Et tu seras le meilleur de mes frères blancs, » répondit-elle. Pierre participa à la chasse d'automne avec les guerriers Mohawks. Il vécut l'année complète dans la longue maison de son oncle Loup-Gris, mais chaque jour, Winnetou venait le trouver pour achever son entraînement. À l'été, Pierre Lefebvre dit la taille retournait chez lui accompagné de 6 Mohawks dans 2 canots. Les retrouvailles avec sa famille furent aussi chaleureuses que l'avaient été celles de ses frères. Gabriel et Louise furent enchantés du mariage de Winnetou et de sa position de chef de la tribu qu'on lui avait confiée. Tous étaient d'accord pour dire que celui qui parle peu serait un excellent chef pour son peuple.